Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans le format Rencontres de Passion médiéviste, je vous propose des interviews de personnes qui ne sont pas forcément des chercheurs et chercheuses en histoire médiévale, mais qui transmettent le goût pour le Moyen-Âge par leur métier et leur activité. Et mon invité du jour a influencé l'imaginaire de beaucoup de gens, peut-être vous-même. J'ai eu le plaisir et la chance d'interviewer John O, à l'occasion d'une exposition de ses œuvres à la Fondation Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau, à côté de Brest, ouverte jusqu'au 24 janvier 2024. Vous connaissez peut-être déjà l'œuvre de John O. C'est un artiste qui est né au Canada en 1957 et il est notamment l'illustrateur de nombreuses couvertures de livres de Tolkien, mais aussi artiste conceptuel et directeur artistique des films Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et la série Les Anneaux de Pouvoir. Juste ça, quand même. Mais son œuvre ne se limite pas à l'imaginaire de la Terre du Milieu et dans l'exposition, on peut découvrir plus en profondeur son travail à travers de grandes thématiques et ses inspirations. Et justement, j'avais envie de discuter avec John O des influences du Moyen-Âge sur ses créations et vice-versa, comment ses dessins ont influencé une certaine vision du Moyen-Âge fantastique. Après la visite de l'exposition, nous avons enregistré cette interview dans une des salles au milieu des œuvres. On était le matin et les visiteurs commençaient doucement à arriver. Déjà, j'ai une première question qui paraît un petit peu évidente quand on voit votre œuvre et on voit effectivement votre parcours. Comment est né votre goût pour le Moyen-Âge ? Je crois que j'ai acquis le goût du Moyen-Âge en arrivant en Europe à 19 ans, puisque j'avais une vie, j'allais dire, intérieure qui était axée vers le fantastique, mais qui n'était pas forcément facile à nourrir. J'ai grandi au Canada, il n'y a rien de très médiéval là-bas. Donc du coup, en débarquant en Europe et en tombant au beau milieu de tout ce que vous connaissez déjà par cœur depuis que vous êtes petit, moi ça m'a ouvert les yeux à l'aube de mes 20 ans et puis je ne les ai jamais refermés par la suite. Parce qu'on voit que déjà, alors c'est plutôt aux États-Unis, mais il y a un certain goût pour le Moyen-Âge, pour une forme de néo-gothique, notamment quand on voit à New York certaines églises. Et au Canada, il y a un petit peu moins. Ça, ce côté d'inspiration du Moyen-Âge, de revival en quelque sorte. On peut faire un parallèle, c'est vrai, entre l'élan des gratte-ciel et l'élan des cathédrales, par la verticalité et l'aspiration d'aller plus haut. Les cathédrales pour être plus près de Dieu, les gratte-ciel pour être plus grands que le voisin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même substance. Vous ne pouvez pas lever les yeux comme partout en Europe et tomber sur quelque chose qui date d'une époque révolue. Du coup, je trouvais que c'est pas une réflexion à l'époque, mais ça m'a vraiment enchanté d'arriver dans cette Europe qui était à la fois ancien, mais pour moi nouveau. Donc il y avait j'avais pas la question d'habitude de voir tout ça. Tout d'un coup, tout était nouveau. Et dans Passion médiéviste, j'ai consacré un épisode sur la cathédrale de Strasbourg. Mais vous, quel était votre rapport à la cathédrale une fois on va dire le choc esthétique un petit peu passé ? Vous avez travaillé beaucoup dessus, n'est-ce pas ? J'ai eu le grand privilège de pouvoir emprunter une clé passe-partout. Et je suis allé littéralement partout, tout en haut de la flèche, tout en bas, absolument partout. Et j'ai passé des journées entières là-haut, je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point j'étais privilégié. Et puis, c'était un édifice qui a appuyé encore plus fortement qu'au début cette notion de ce mélange de choses invraisemblablement incroyables au niveau de l'architecture pure et aussi de l'aspiration presque mythologique et fantastique, puisque l'extérieur d'une cathédrale, elle est presque païenne par bien des côtés. Donc il y avait ce côté, c'était comme un grand livre en pierre ouvert. Et ça m'a vraiment enchanté, puisque du coup, on est physiquement sur une sorte de falaise qui est entièrement sculptée, et puis vous avez l'imaginaire qui s'envole, mais comme les oiseaux qui tournent autour. Et puis j'ai eu la même sensation avec le château du Haut-Königsbourg, donc qui était un édifice de 1900 construit par Guillaume II pour bien asseoir la présence allemande en Alsace, mais c'est un château de conte de fées allemand, plus vrai que nature presque. Donc du coup,
Ces lieux-là ont réussi à mélanger de façon permanente dans mon esprit l'imaginaire et le réel, l'historique et le fantastique. Et je me rends compte à quel point c'est un grand avantage, puisque j'ai pas de responsabilité historique. On ne va pas me reprocher de ne pas avoir dessiné le casque de la bonne forme, l'épée de la bonne longueur, etc. Mais par contre, toutes ces choses-là me nourrissent énormément. Et puis j'ai la liberté artistique à côté. Oui, vous avez ce mélange d'histoire et de fantastique. Je veux bien qu'on discute un petit peu de vos inspirations, même si, comme vous dites, effectivement, vous n'êtes pas que dans un travail purement, même si vous avez fait un petit peu de reconstitution. Effectivement, dans votre travail, on retrouve donc bien sûr le Moyen-Âge, mais une vision assez spécifique du Moyen-Âge, notamment inspirée par le gothique. On est plutôt un peu sur la fin du Moyen-Âge. Il n'y a pas beaucoup de romans, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, le style roman dans l'architecture, on est plus inspiré par la fin du Moyen-Âge. Et aussi, je trouve que votre art, notamment pour le Moyen-Âge, on a un peu l'opposition entre le Moyen-Âge sombre et le Moyen-Âge un peu rose, des légendes arthuriennes, un peu, quand on pense aujourd'hui à la vision du Moyen-Âge, on a ces deux images. Et je trouve que dans votre art, en fait, vous mélangez un petit peu les deux. Il y a à la fois le côté un peu sombre, le côté un peu ténébreux, notamment des cathédrales, ce côté un peu esthétique, un peu monumental. Mais vous avez le côté romantique, en quelque sorte, de la légende arthurienne. J'ai évolué un peu, puisque la première rencontre était avec le gothique, qui m'a émerveillé, puisque c'est presque impossible d'imaginer comment ils ont pu faire. Et puis le gothique c'est comme les gratte-ciel, c'est juste une exagération à la verticalité qui m'a enchanté. Petit à petit, je me suis familiarisé avec le reste de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, puisque c'est quand même 1000 ans d'histoire, donc c'est compliqué à résumer en un seul nom. Et puis là, entre en jeu toute la période, par exemple, de Notre-Dame, ensuite plus anciennement l'époque de Chrétien de Troyes, enfin toutes ces périodes-là de contes et de légendes. Et du coup, on se promène un peu, comme dans une forêt où on tombe sur les clairières, où il y a chaque fois quelque chose d'autre. Et puis on apprend au fur et à mesure, et on se familiarise, et on trouve les correspondances qui sont les plus évidentes viennent en premier, et ensuite il y a les choses plus subtiles que l'on apprécie avec un peu plus de connaissances. Par exemple, pour vos inspirations au Moyen-Âge, quelles sont les choses que vous avez redécouvertes au fur et à mesure ? Beaucoup l'art roman, que je n'appréciais pas autant. C'est clair que apprécier l'art médiéval demande du temps. Il est difficile d'interpréter l'art du haut Moyen-Âge très très souvent, puisque c'est un style qui est tellement différent, et on est tellement accaparé par les notions de perspective correcte que dès qu'on abandonne ça pour une autre échelle de valeur, on a du mal à le lire. Mais pour moi, c'est devenu une source extrêmement riche de renseignements, pas forcément d'inspiration artistique, mais de renseignements et d'informations. Et puis je m'en sers beaucoup. Autant je ne veux pas faire de la reproduction de cette époque-là, je ne veux pas faire de la miniature, mais tout ça, je trouve très inspirant. Mais tout m'inspire dans le fond, hein. Il y a rien qui ne m'inspire pas. Et aussi, on a parlé, vous êtes plus inspiré par le médiéval français, mais quelle est la place aussi du médiéval plutôt anglais, plutôt anglophone dans votre œuvre ? J'ai plus de familiarité, c'est clair, avec le continent européen qu'avec l'Angleterre, mais j'apprécie tout autant. C'est simplement que ça m'est moins familier. Mais j'ai une grande affection pour les pré-raphaélites, par exemple, qui se sont directement inspirés du Moyen-Âge. Donc c'est passé par la loupe, par le filtre des pré-raphaélites. Mon entrée là-dedans était par l'esthétisme de cette époque-là, pour ensuite apprécier le reste. Et puis c'est clair que l'Angleterre, c'est aussi le pays des anglo-saxons, c'est les invasions vikings, c'est les pays celtes aussi, le Nord, l'Irlande, l'Écosse. Et tout ça, je trouve fascinant. Tout ce monde du Nord, où les arbres n'arrivent plus à pousser, m'enchante. Et je trouve ça à la fois, je trouve ça très beau. Et très très souvent, on a le grand privilège de profiter justement de récits comme Beowulf, comme les sagas irlandais, comme le Kalevala et toutes ces choses-là, sans parler de cette énorme quantité de contes arthuriens qui sont spécifiquement anglais ou gallois,
Et du coup, on n'arrive pas à tout faire, tellement il y a de choses. Et justement, on parlait des arbres. La nature a une place énorme dans votre œuvre. Et là, je trouvais aussi qu'il y a une forme d'inspiration médiévale parce qu'on a l'image des grandes forêts au Moyen-Âge où, comme vous le disiez, en fait, les hommes sont parfois un peu dans les clairières. J'exagère un petit peu. Mais là aussi, est-ce que dans l'inspiration, on est dans la nature du Moyen-Âge ? Le sens qu'on a donné à la nature au Moyen-Âge, pour autant que nous interprétions ça de façon juste, c'était une forme quand même un peu d'opposition. La nature était quelque chose qu'il fallait quand même dompter. C'était quand même compliqué pour les gens à l'époque. Donc je ne sais pas exactement quel était leur rapport à la nature. Nous, aujourd'hui, évidemment, on a le rapport inverse, c'est qu'on a tout cassé et on tente de préserver ce qui peut l'être encore. Et ce qui me plaît profondément avec la nature, c'est qu'elle n'a pas besoin de nous pour exister. D'ailleurs, elle serait mieux si on n'était pas là. Et du coup, vous pouvez être dans des paysages qui vous dépassent dans tous les sens. C'est-à-dire que les arbres sont 50 fois plus vieux que vous, et puis ne parlons pas de tout le reste. Et du coup, ça permet de disparaître dans ces lieux-là et de se dire, mais comment est-ce que je peux saisir quelque chose où j'ai aucun rôle à jouer là-dedans. Et j'ai une grande affection pour les lieux qui sont vraiment en bord de quelque chose. Le bord de mer, le bord la montagne, les lieux où on doit se poser quelque part et on regarde quelque chose où on ne peut pas aller. Et je trouve ça, c'est presque la limite entre les mondes comme ça. Je trouve ça fascinant. Tout à l'heure, en visitant l'exposition, on a parlé de Hubert Robert, donc, qui est un peintre qui, lui, s'est beaucoup inspiré de l'Antiquité et qui, en parallèle avec vous, lui représente beaucoup de ruines, mais beaucoup plus antiques. Là, dans votre œuvre, on a beaucoup de ruines ou beaucoup de petits espaces ou de pierres encore qui restent, mais un peu plus, on va dire, d'un style plus médiéval et plus gothique. Ouais, c'est clair que Robert a vécu et beaucoup voyagé à la grande époque de l'exploration du Moyen-Orient, où les bons victoriens fortunés allaient faire un tour, et puis les artistes, c'était un terrain, on imagine, extraordinaire de découvrir les restes de ces civilisations disparues. C'est extrêmement romantique. La vision d'Hubert Robert est pétrie de romantisme. Moi, j'ai une approche peut-être plus moderne de la chose. C'est que ça me fascine beaucoup de voir des lieux qui ont été bâtis avec du matériel qui est issu de la terre, du bois, de la pierre, etc., et qui retourne à la terre. Ça a été mis dans une sorte de représentation d'une culture, et puis c'est toute la tragédie de la culture humaine, c'est que c'est fugitif, ça ne perdure pas. Et c'est une approche évidemment profondément romantique. C'est comme les pré-raphaélites qui se promènent à Rome, ils font des soirées au Colisée, etc. C'est ce romantisme, et je crois qu'on est quand même malgré tout des enfants du romantisme. C'est une sorte de joyeuse mélancolie pour moi. Et bien justement aussi dans votre œuvre, je trouve que vous êtes assez inspiré par les gisants en fait, qu'on peut retrouver dans les cathédrales ou donc sur les tombes, les corps représentés plus ou moins de façon réaliste. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration de ça aussi dans votre œuvre, dans votre représentation notamment des statues. C'est vrai. C'est une réflexion que je n'aurais pas fait spontanément, mais c'est vrai que la représentation figurative en Occident est souvent limitée et souvent de taille réduite. Moi, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas fait à l'époque, au Moyen-Âge, peut-être des statues gigantesques comme on trouve en Orient, avec des figures de la mythologie et autres, dans les falaises de montagne. Ça aurait été magnifique. D'ailleurs, j'en dessine pas mal, puisque c'est pour combler à ce que je trouve être un manque. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on ait l'équivalent des Bouddhas de Bamiyan, je ne sais pas, dans les gorges du Verdon, je ne sais pas. Et puis avec justement ces aperçus d'une culture qui a disparu et qu'on ne peut pas saisir, mais qu'on a le privilège de pouvoir contempler. On fait beaucoup de musées lorsqu'on voyage et je me renseigne toujours sur les lieux où on va pour être sûr que je ne loupe pas grand-chose. Et puis un musée, c'est quoi ? C'est jamais qu'une collection de trucs cassés dont plus personne ne veut. Mais du coup, un musée, même si c'est vide,
c'est rempli de monde, puisque toutes les personnes et toutes les mains qui ont façonné ces objets sont présents. Et on ne peut pas arriver plus proche de ces gens-là. Et le plus important, c'est justement l'humain qui est derrière ce qui est resté. Parce que nous sommes tous transitoires et notre existence est brève. Par contre, on laisse derrière les choses qui peuvent toucher d'autres par la suite. Alors, rien à voir, quoique. Est-ce que vous êtes déjà allé au Met Cloisters à New York? Parce que j'y suis allée l'année dernière et j'ai été fascinée parce que justement, comment ils ont fait ce travail de recomposition d'œuvres dans un lieu qui n'est pas du tout médiéval à la base, mais comme qui est une forme d'écrin. Et là, en fait, comme une recomposition, avec point de vue un peu américain sur le Moyen-Âge. C'est les exercices qu'on a fait depuis toujours, avec les Britanniques en Égypte et en Grèce. Tout ce qu'on a pillé de partout pour le ramener, pour le mettre dans nos musées. Moi, je trouve ça très beau. J'ai jamais vu les Cloisters à New York. Non, j'ai jamais eu l'occasion, mais ce n'est que partie remise. Et puis, mais j'apprécie particulièrement le musée de Cluny, par exemple, à Paris. J'aime beaucoup aussi, j'ai une grande affection, et ça va peut-être vous surprendre, pour Viollet-le-Duc. Et je trouve sa vision du Moyen-Âge, je comprends pourquoi il avait cette vision-là, que je ne partage pas forcément, mais bon, on a beaucoup plus de recul que lui avait. Et il a sauvé des centaines de monuments qui auraient été pillés pour faire des maisons, quoi. Et puis j'admire l'énergie prodigieuse de ce bonhomme qui avait une vue néo-gothique et idéalisée sur le Moyen-Âge, mais qui a accompli des choses incroyables. Et puis je suis par exemple ravi de voir qu'on refait Notre-Dame à l'identique de ce qu'avait fait Viollet-le-Duc. On a tellement de chance. On vit dans un monde où tout ça est à portée de main. Et puis du coup, il faut être attentif, il faut profiter, il faut regarder, il faut se renseigner, il faut connaître. Et puis tout ça, ça peut nourrir ce que l'on fait en tant que créateur. Et c'est très important d'avoir non pas du respect pour la transposition des choses, mais du respect pour l'esprit dans lequel ça a été fait. Justement, très bonne transition. Alors, dans l'exposition, bien sûr, on retrouve beaucoup des œuvres inspirées de l'œuvre de Tolkien, dont j'avais déjà fait un hors-série dessus. À partir des mots de Tolkien, bien sûr, il a aussi fait des dessins et des peintures. Comment est-ce que vous avez travaillé? Bien sûr, je sais que je vous demande de résumer des années, des décennies de travail, mais comment est-ce que vous avez travaillé dans votre représentation de la Terre du Milieu, mais là justement en recomposant entre de la matière médiévale, entre de la matière fantastique, parce que en plus on sait bien sûr que Tolkien était très inspiré du Moyen-Âge lui-même, donc forcément c'est cohérent de mélanger les deux. Mais je crois qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants dans l'œuvre d'un écrivain, notamment des écrivains du fantastique, qui évoquent des mondes visuels très, très, très puissants. C'est d'abord le texte, que l'on doit quand même respecter un minimum. Il ne faut pas contredire le texte, si possible. Mais ensuite, il y a ce que l'auteur ne dit pas. Et c'est ces vides-là, dans lesquels on a vraiment de la place pour s'exprimer. Et Tolkien est un cadeau pour les illustrateurs à ce niveau-là, puisqu'il décrit non pas dans le détail, par le menu, les lieux qui passent dans ces histoires, mais il décrit plutôt les émotions des protagonistes dans ces situations. Alors du coup, sa description de Minas Tirith, par exemple, il y a quelques éléments qui sont précis, mais tout le reste, il ne vous dit pas que ça ressemblait à Rome ou à Mont-Saint-Michel. Il ne vous dit pas du tout. Il ne va pas vous dire quelle était la période qui l'a inspiré. Et du coup, vous avez libre cours d'imaginer ce que vous voulez. Donc c'est à la fois respecter ce qui est écrit et profiter de ce qui n'est pas écrit. Et puis dans l'œuvre de Tolkien, on voit effectivement les différentes inspirations et on voit dans vos dessins que effectivement, par exemple pour Edoras, on a beaucoup le côté nordique des halles, vraiment avec notamment les têtes d'animaux, têtes de chevaux, et pour Minas Tirith, le côté plus pierre, plus la pierre blanche. Oui, c'est clair que pour Edoras, Tolkien est très spécifique, et on imagine bien que le peuple de Rohan, c'est les anglo-saxons mais à cheval. Grosso modo, ils auraient gagné la bataille de Hastings s'ils avaient eu des chevaux, mais ils étaient à pied. Donc ils ont perdu et les Normands ont occupé l'Angleterre. Donc il réécrit presque l'histoire, non pas exprès dans un but politique, mais juste pas. C'est une sorte de question que l'on pose. Et puis là, c'est clair que
Les inspirations pour Rohan, la culture de Rohan, c'est la halle de Heorot dans Beowulf, et puis c'est cette période-là. Donc là, c'est très clair. Il y a d'autres cultures pour lesquelles c'est un peu plus flou. Pour les elfes, on va tout de suite vers les pré-raphaélites et cette période-là, puisque c'est inspiré par la nature. Il y a une élégance, il y a un côté éthéré, il y a quelque chose qui nous dépasse un peu. Pour d'autres cultures, c'est d'autres références. Mais c'est jamais spécifié. Il ne nous dit pas à quoi ressemble Barad-dûr. Il ne nous dit pas vraiment à quoi ressemble Isengard. Il nous dit que chez les hobbits, il y a les portes sont rondes, mais il ne nous dit pas beaucoup plus. Donc du coup, vous avez le meilleur travail du monde, puisque du coup, vous êtes touché par ce qui est écrit et libéré par ce qui n'est pas écrit. Et justement, en visitant l'exposition, vous racontiez que, alors parfois en plus vos dessins sont de plusieurs décennies, et vous avez évolué sur certaines représentations au fil des décennies. Oui, j'espère évoluer perpétuellement, puisque refaire ce qu'on a déjà fait n'a aucun intérêt. Le propos n'est pas là. Une peinture est une série de questions que l'on se pose et auxquelles on apporte des réponses au fur et à mesure. Et gentiment, alors que la peinture progresse, vous éliminez les possibilités pour arriver à quelque chose qui est terminé. Tout l'intérêt qui résidait dans la facture, quelque sorte, de la peinture est absent c'est terminé. Donc du coup, c'est pas intéressant de revisiter ça. Il faut aller ailleurs, quoi. On me demande souvent quel est votre tableau favori. Et puis je dis le prochain, puisqu'il n'est pas encore fait. Donc je suis pas, j'ai aucune nostalgie par rapport à ce que j'ai déjà fait. Il y a des trucs certains que j'estime avoir réussi une partie de ce que je voulais. Et du coup, simplement, c'est qu'on se place la barre plus haut par rapport à ce qu'on va faire, quoi. Et là, par exemple, en ce moment, quels sont les thèmes qui vous inspirent pour créer ? Toutes sortes de thèmes. Je me suis mis à l'écriture. Donc j'ai un projet de livre en cours qui est venu de la peinture, une série de tableaux. Après, ça a commencé à inspirer un monde un peu plus tangible. Et j'ai écrit un récit. Et puis maintenant, je vais le mettre en image. Et j'aime beaucoup cette idée de naviguer un peu à la frontière de l'écriture et de l'image, puisque finalement, l'inspiration, si on a l'opportunité, peut prendre l'une forme ou l'autre. Donc ça, c'est pour le moment. Sinon, plein d'autres projets, on a toujours plein de trucs en cours. Et un peu pour finir, il y a quand même une question importante que j'aime beaucoup poser, parce que par votre travail, vous avez influencé l'imaginaire de peut-être millions de personnes. Comment vous concevez ce rapport au public, d'avoir contribué à développer l'imaginaire fantastique et médiévalisant chez ces personnes ? Je crois que c'est une question du privilège du partage. C'est qu'on a l'opportunité et le grand privilège d'avoir un public déjà, pour lequel je suis extrêmement reconnaissant, puisque sans eux, je ferais autre chose, c'est clair. Mais d'un autre côté, c'est une question de croire ou de ressentir profondément les choses et de tenter inconsciemment et instinctivement de transposer ça dans la peinture, quel que soit le sujet abordé et le thème, en se disant que si ça m'a ému, peut-être que ça peut émouvoir d'autres si j'arrive à faire passer ça. Et de nouveau, les scènes en question, c'est un peu le décor du théâtre. La pièce change tout le temps, les personnages changent, mais le message demeure. Et je crois que s'il y a un constant dans ce que j'ai pu faire depuis les tout débuts, c'est une forme de sincérité qui est de ne pas prendre de haut ces choses-là, mais de se dire ces choses-là ont une valeur humaine, historique, esthétique, qui est évidente. Et du coup, on essaie de cerner d'une façon ou d'une autre ce côté-là. Et puis à ce moment-là, si ça rencontre un public, on est clairement ravis, puisque j'avais un truc à dire, je l'ai dit à quelqu'un qui a entendu. Donc ça fait toujours plaisir.
Et là, donc aujourd'hui, on a l'exposition à Landerneau qui va se finir fin janvier. Mais j'ai cru comprendre quand vous avez un projet peut-être en Suisse d'avoir une sorte de musée un peu plus perpétuel de présentation de vos œuvres. Oui, on travaille depuis un certain temps sur un projet de centre culturel dédié au fantastique, où j'aurai un espace expo plutôt permanente. Donc c'est un projet à long terme sur lequel on travaille depuis longtemps, mais qui est en train d'aboutir gentiment juste maintenant. Peut-être que quand les auditeurs et auditrices écouteront ça dans plusieurs années, réécouteront cette interview, peut-être que le centre sera ouvert et ils pourront... Vous pourrez venir, puisqu'on se réjouit beaucoup de... Ça fait longtemps on travaille, enfin on a choisi des scénographes, maintenant le travail sérieux va commencer. Et puis on a beaucoup de choses à tenter de mettre dans ce lieu. On verra bien. Je vous souhaite merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller découvrir les œuvres de John Ho. Je vous mettrai plein de photos et de ses dessins sur mon site passionmédiéviste.fr. Merci beaucoup aux équipes de la Fondation Hélène et Édouard Leclerc pour leur accueil et l'agence Claudine Collin pour l'invitation. Comme je vous ai dit au début, vous avez jusqu'au 24 janvier 2024 pour voir les dessins de John Ho en très grand format à la Fondation à Landerneau. Et passé cette date, vous pourrez, je pense, encore vous procurer le catalogue d'exposition ou alors facilement retrouver en ligne ou en librairie le travail de John Ho. Je vous mets quelques références sur mon site. Et si cet épisode vous a intéressé, alors je vous conseille d'écouter mon épisode hors-série sur Tolkien et Moyen-Âge avec Vincent Ferré. Il y a aussi le hors-série sur la fantasy avec Anne Besson, ou encore l'épisode du format rencontre avec l'artiste Miroir Fou qui s'inspire elle aussi à sa façon du Moyen-Âge. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!